On a vécu, et ça doit rassurer le directeur général adjoint de l'ARS, un moment quand même agréable, Nicolas. Ah bah quand même, C'est-à-dire que la CRSA est au rendez-vous des droits de l'homme. C'est important de le savoir, à la fois par ses réflexions et par ses engagements. Et on a vu à travers cet après-midi un déroulé tout à fait impressionnant qu'on aurait pu poursuivre pendant une semaine des différents champs d'investissement, à la fois de l'ARS et de la CRSA, à travers des questionnements extrêmement forts. C'est comment défendre les situations de vulnérabilité, les personnes qui se trouvent souvent marginalisées de la société, et à quel point, et la démonstration a été faite, l'ARS d'Île-de-France a à cœur cette urgence. On était, c'est pas un secret qu'on va te dissimuler, dans un contexte tout à fait favorable aujourd'hui pour aborder la question à la fois de la légitimité des instances publiques à intervenir dans ce champ et l'attente très forte d'une société qui demande autre chose que des paroles, qui demande des engagements tangibles. Et on a vu à travers des témoignages notamment d'associations la force des engagements. Et ce qui nous a aussi beaucoup frappé, c'est la capacité d'expertise de la personne affrontée ou confrontée à la maladie, qu'elle soit proche ou elle-même vivant la maladie. Et cette dimension politique a été partagée et, j'allais dire, sans clivage, d'une manière très complémentaire. Que ce soit des professionnels investis, souvent dans des domaines extrêmement créatifs, que ce soit les personnes, des membres d'associations par exemple, qui ont pris à cœur cette défense de la démocratie à travers un engagement que Catherine Olivet a dit comme l'engagement de la solidarité peut-être le plus fort ou de la fraternité le plus fort, mais aussi très impressionnant ce savoir que c'est octroyé, j'allais dire quelquefois dans les combats, tu sais bien, des années SIDA, la personne malade, et qui est d'une vitalité, d'une créativité tout à fait impressionnante. Donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? On est au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le bien-aimé, puisque tu dis quasiment bien-aimé président Jean-Pierre Burnier, dans son introduction, non mais c'était important, aborder la démocratie en santé comme une déclinaison pratique et engagée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De dire que la démocratie en santé, c'est une manière d'affirmer concrètement sur le terrain et de défendre les valeurs les plus essentielles, celles qui sont aujourd'hui un peu fragilisées. Voilà pour résumer cette rencontre. On a été juste avec un obstacle. Un certain nombre de personnes sont parties parce que, évidemment, 17h, c'est toujours un moment fatidique dans toute organisation, mais aussi, je crois, qu'on a été un peu desservis par l'environnement aujourd'hui, où les gens ont à cœur, pour certains, d'être sur le terrain, plus que jamais, d'une certaine façon. Puis d'autres avaient d'autres préoccupations, j'imagine, peut-être d'attendre ce soir avec impatience une prise de position qui est probablement... Pas encore 20h. Voilà, donc... Je te donne la parole, puisque depuis des années, on se connaît suffisamment, toutes ces questions, ce sont tes questions. Et probablement que dans l'identité aujourd'hui de l'ARS Île-de-France, il y a cette fierté aussi de poser ces questions, pas uniquement dans la conjoncture actuelle, mais de les avoir anticipées, d'avoir une CRSA, j'allais dire, au rendez-vous de ces urgences. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors d'abord je veux m'excuser parce que donc je n'ai pas pu assister à l'ensemble de vos travaux de la journée et j'ai l'impression qu'ils étaient denses, ils étaient riches et à la fois illustrés par des exemples concrets et plus généraux. Je voudrais juste pour l'Agence régionale de santé, au nom de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, d'abord vous adresser des remerciements en fait parce que au fond, en ayant une telle initiative, la CRSA, et je salue Jean-Pierre Burnier, son président, l'espace régional d'éthique, et je salue, cher Emmanuel, effectivement, cette initiative, mais qui ne m'étonne pas parce qu'il y a toujours eu un très fort dynamisme dans cet espace régional éthique, mais je voudrais dire que c'est une heureuse initiative parce qu'au fond, elle correspond à un besoin, y compris, je dis très égoïstement, un besoin des décideurs, des responsables, des autorités, particulièrement dans notre champ, qui est celui de la santé, qui est très vaste, et où au fond, on le voit bien dans les activités et le périmètre d'intervention de l'agence, on a parfois, on essaye de tout faire et de lutter contre, mais on a parfois l'urgence du quotidien, des questions du quotidien et qui peut nous submerger et on oublie des sujets à la fois essentiels et des sujets qui nous surplombent et qui à un moment donné doivent toujours être là et nous permettre de réinterroger nos actions. Donc je vous remercie parce qu'au fond, peut-être que
nous-mêmes, nous n'aurions pas eu cette initiative et le fait que ce soit porté et coporté par l'instance régionale de démocratie sanitaire et par l'instance régionale d'éthique. Je trouve que c'est une très belle initiative et je voulais vraiment vous en remercier au nom de l'ARS Île-de-France. Je voudrais remercier aussi la direction de l'HEGP, puisque l'assistance publique et l'hôpital européen Georges Pompidou vous accueillent et je voudrais vous en remercier aussi. Je voudrais remercier les intervenants. J'ai vu effectivement l'ensemble des intervenants, les membres de la CRSA qui ont pu, tout au long de cette journée, exprimer un certain nombre de points de vue et je pense extrêmement riches. Moi, ce que je voudrais juste dire pour l'Agence régionale de santé, peut-être d'abord un constat, mais qui est plus un constat là, de citoyens, c'est que on aurait pu imaginer un anniversaire plus heureux de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne suis pas sûr que les auteurs, les promoteurs, enfin toute cette dynamique qu'il y a eu au moment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de sa conception et de son vote, soit aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un expert en géopolitique pour constater qu'aujourd'hui, cette déclaration, elle ne pourrait pas être adoptée. Elle ne le pourrait pas parce qu'il y aurait des blocages au niveau international qui feraient qu'elle ne serait pas adoptée. C'est quand même un questionnement, je veux dire, déjà. Et puis, on voit bien aussi que, c'est peut-être lié à ce que je disais aussi sur ces problématiques du quotidien, ces difficultés que nous avons, mais qui sont valables dans tous les secteurs et finalement internationalement aussi. Ce sujet des droits humains est parfois un sujet qui s'est un peu érodé et je pense que là aussi, c'est un peu triste à constater, mais nous n'avons pas le même dynamisme des droits humains aujourd'hui que nous pouvions l'avoir dans cette après-guerre. Je le dis parce que voilà, c'est aussi ce qui rend d'autant plus important l'initiative que vous avez prise, c'est que voilà, il faut sans arrêt remettre ce sujet-là parce qu'il n'a pas une durée de vie éternelle nécessairement par nature, j'ai envie de dire, et il doit être en permanence porté. Bon, après, ce que je voudrais dire, c'est beaucoup plus concret et lié à vos sujets, à nos sujets de discussion et rattaché à y compris ce qui fait l'ARS Île-de-France. Et je voudrais juste insister sur deux concepts, deux notions, deux sujets qui sont, de mon point de vue, extrêmement en lien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui ont fait l'objet, d'ailleurs, je crois, d'interventions, qui est le sujet de la réduction des inégalités de santé, la question de l'égalité d'accès à la santé et donc de la problématique des inégalités, et puis le sujet de l'empowerment, de la démocratie en santé, en tout cas le sujet de l'accès, la capacité d'agir dans la prise de décision et la partage de cette capacité d'agir. Je voulais vraiment souligner que pour l'ARS Île-de-France, ces deux sujets-là sont dans son ADN de conception même. Alors après, on peut, je vais revenir, constater que voilà, c'est pas satisfaisant, plein de choses sont à améliorer en permanence, mais pour ceux qui ont connu ce moment qui n'est pas si lointain de création de l'ARS Île-de-France et de notre agence régionale, vous le savez, Claude Évin, qui était son premier directeur général, a tout de suite mis en avant un sujet qui est juste une évidence quand on est en Île-de-France, mais qui a dû être dit et redit, c'est qu'on est dans la région la plus riche de France, mais au sein de laquelle les inégalités sont les plus fortes, les inégalités sociales, territoriales, de santé. C'est quand même choquant en soi, et c'est quand même normal qu'on en fasse un axe principal de préoccupation et d'intervention pour l'ARS Île-de-France. Alors on l'a fait. On l'a fait dans notre projet régional de santé 1, on le refait dans notre projet régional de santé 2, 2018-2022. Vous en avez peut-être parlé. Un axe important, un objectif important pour l'Agence régionale de santé. Mais ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des intentions. Je rappelle que, titre d'exemple, tout le travail fait depuis plusieurs années sur les contrats locaux de santé est quand même un travail dont l'objectif même est un objectif de réduction des inégalités de santé, puisque, au fond, c'est l'idée de se dire, après avoir identifié un certain nombre de territoires
dont justement l'indice de développement humain n'est pas satisfaisant, on va mettre des outils particuliers, des modes d'intervention particuliers pour intervenir et tenter de travailler ce sujet-là. Mais c'est aussi des sujets plus globaux. Vous avez sans doute parlé on est dans une région où les questions de précarité sont extrêmement importantes, et nous avons donc depuis le PRS 1 et 2 un programme régional d'accès à la prévention et à la santé, le PRAPS, qui là aussi est une feuille de route pour nous pour tenter de lutter contre ce sujet des démunis et de la grande précarité. Mais on a aussi au cœur, quand on parle d'inégalité de santé, en Île-de-France, dans le champ et dans le périmètre qui est le nôtre, des sujets qui concernent tout le monde et qui sont par exemple liés aux problématiques de l'offre. Alors c'est vrai que cela a dû être dit, quand on veut lutter contre les inégalités de santé, les principaux déterminants ne sont pas forcément des questions liées à l'offre, ça je vais y revenir, mais c'est une évidence. Mais néanmoins, on ne peut que constater, en tout cas on constatait quand on a créé l'ARS, et on le constate toujours un peu, à un degré moindre, mais il y a aussi une question d'accès tout de même à l'offre qui est un sujet. Si on prend l'exemple du secteur médico-social, vous le savez, notre région était à la fois en retard, si on prend le sujet du handicap, globalement, mais aussi, si on prend le sujet des établissements accueillant des personnes âgées, dans une situation importante d'inégalité d'accès, avec une offre plutôt concentrée justement en grande couronne, en tout cas très insuffisante en cœur de région. Depuis, donc, l'avantage de l'objet ARS en tant que pilote de l'offre de soins, je le rappelle parce que c'est vrai qu'on parle souvent je vais y revenir, des déterminants de la santé les plus impactants pour les inégalités sociales et territoriales, mais nous avons aussi dans nos actions d'agence, au sens strict, sur des périmètres comme celui de l'offre, un rôle de rééquilibrage d'une offre qui ne s'était pas construite spontanément pour répondre aux besoins là où il y avait des besoins. Et c'est tout le sujet du projet régional de santé, c'est de bien identifier les besoins pour essayer justement d'y répondre au mieux en réduisant des problématiques d'inégalité. De la même manière sur les déserts médicaux. Les gens ne le savent pas assez. On est dans une région qui souffre de désertification médicale très forte. Quand on pense déserts médicaux, on pense à des régions rurales ou dans le centre de la France. Les régions, et certains départements et certains territoires d'Île-de-France sont dans des situations encore plus graves en termes d'accès à des médecins généralistes en premier recours. Donc, voilà, donc c'est la question des inégalités de santé, c'est pour nous une question fondamentale. Et puis, sur des sujets de périmètre plus réduit, je pense par exemple à des problématiques spécifiques. On a travaillé beaucoup, par exemple, sur la réduction de la mortalité infantile et périnatale en Seine-Saint-Denis. Voilà, on a des problématiques où on constatait des inégalités et le fait qu'effectivement, il y avait en Seine-Saint-Denis davantage de mortalité. On a là eu aussi la capacité d'intervenir pour mobiliser les acteurs d'un territoire pour essayer de lutter contre cette mortalité avec des résultats qui... alors, est-ce que c'est la mobilisation complète de l'agence je ne sais pas, c'est un ouvrage, c'est un travail très, très collectif, mais en tout cas qui peut aussi, dont on peut se réjouir parce que ça fonctionne, et cette mortalité périnatale a diminué. Mais au global, si on prend au global, et c'est là où je voulais insister sur cette problématique des inégalités de santé. Donc on en a parlé, on l'a écrit, on en a fait un axe stratégique, on a des outils d'intervention, on intervient en permanence avec ce prisme de la réduction des inégalités de santé, au point d'en avoir fait, y compris dans l'intitulé d'une direction de l'agence, la direction de la promotion et de la réduction des inégalités de santé, donc, qui est dirigée par Luc Ginot. On en a fait vraiment, pour nous, une boussole absolue. Mais au global, vous avez dû en parler, au global, il n'est pas impossible que ces inégalités de santé ne soient pas en voie de réduction. Nous constations, au début de l'agence, je me souviens de cette image, d'une ligne de métro, de RER, je ne me souviens plus, qui traversait Paris, une traîne,
et qui donc allait en dehors de Paris, et en quelques stations de métro, vous perdiez X années, jusqu'à 4, 5 années d'espérance de vie. Est-ce que si on refaisait cette ligne aujourd'hui, on aurait réduit cela ? Je n'en suis pas totalement certain. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet qui est un sujet de l'opérationnalité de cette question de la réduction des inégalités de santé. Parce qu'à un moment donné, même si nous faisons tout ce que nous pouvons, ça nous pose quand même question collectivement de constater qu'il y a potentiellement des inégalités de santé qui continuent de se creuser. Alors, peut-être qu'un certain nombre de mesures, y compris des mesures nationales, je pense sur le tabagisme, etc., vont contribuer à peut-être à réduire. Mais grosso modo, enfin, il y a des spécialistes beaucoup plus qualifiés que moi pour le dire autour de cette table, mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle le gradient social, qui fait que avec des inégalités économiques et sociales qui s'accroissent, il y a une certaine mécanique qui fait qu'à un moment donné, ces inégalités de santé les suivent. Et donc, au fond, mais c'est plus un sujet de débat et pour nous aussi de questionnement, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut bien évidemment que l'on maintienne notre cap, notre cap de réduction des inégalités de santé pour l'ARS avec nos différents outils et nos différentes méthodes. Et je pense qu'il faut qu'on amplifie un sujet qui est un sujet important, qui est celui, par exemple, du plaidoyer, c'est-à-dire de montrer les inégalités de santé, de les montrer concrètement. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous prenez la carte de l'obésité morbide dans l'Île-de-France et que vous la montrez concrètement, vous voyez des choses. Vous voyez des choses très, très parlantes sur la Seine-et-Marne, voilà. Donc, les montrer, et puis montrer aussi que c'est en intervenant dans toutes les politiques publiques qu'on pourra faire des progrès. Donc je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on puisse... voilà, on a une belle feuille de route avec le PRS 2. Je sais que vous y avez tous travaillé, en tout cas que la CRSA s'y est beaucoup investie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attache à amplifier les choses, à amplifier le plaidoyer. Et sans doute, je sais que c'est aussi un sujet pour la CRSA important, à évaluer et à avoir le plus possible des indicateurs qui peuvent aussi, parce que c'est aussi un sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi les inégalités, de quelles inégalités parle-t-on ? Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'ARS, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui bouge, c'est un sujet sur lequel qu'on prend à bras le corps, je vous le dis après, avec toutes les limites inhérentes à ce sujet, mais vous en avez parlé. Et puis, il y a un autre sujet qui est... de mon point de vue, extrêmement en lien avec l'esprit et la lettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce que nous portons autour de l'empowerment, la démocratie sanitaire, la démocratie en santé, on peut l'appeler de différentes manières, mais en tout cas, cette idée que moi j'ai toujours résumée en fait en idée de partager le pouvoir. C'est-à-dire de dire, au fond, il y a partager le pouvoir dans la prise de décision collective dans le domaine de la santé, et puis à partager le pouvoir dans la prise de décision individuelle entre un soignant et un soigné. Les deux sont de la démocratie en santé, de mon point de vue, ou de la démocratie sanitaire. Et ces deux jambes de la démocratie en santé doivent avancer ensemble. C'est vraiment là aussi dans notre ADN d'ARS, parce que, et vous le savez, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'en ai eu la responsabilité à un moment donné, mais là aussi, une politique, un objectif que nous avons y compris structuré au sein de l'agence avec un pôle qui en a la responsabilité, qui a la responsabilité justement de l'animation à la fois de la dimension un peu représentative et collective de cette démocratie en santé et l'animation aussi et veiller à ce que la partie plus individuelle et droit des usagers dans les établissements, etc., soit également la plus dynamique possible. Alors ce n'est pas facile, vous en avez peut-être parlé. Au fond, si on prend par exemple la démocratie en santé sur l'angle de la représentation et de la participation à la décision collective, on voit bien qu'un certain nombre d'instances se sont mises en place depuis plusieurs années.
peut remonter loin, mais enfin, si je remonte à la loi HPST, il y a eu donc la conférence régionale de santé et autonomie, des instances à un niveau régional, des instances à un niveau territorial, les conseils territoriaux de santé, conseils territoriaux de santé mentale. Bon, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a des choses qui marchent, d'autres moins. Et là aussi, je pense, mais on en parlait au sein de l'ARS, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un bilan parce que on voit bien qu'on est un peu au milieu du gué sur cette démocratie en santé. On a beaucoup avancé, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais on a aussi encore beaucoup de progrès à faire. Il y a aussi une question un peu d'animation d'un tissu d'acteurs qui a porté de manière très presque militante même, la démocratie en santé pendant des années, et aujourd'hui qui finalement s'essouffle, et d'autre part se trouve finalement aussi un peu dépassé par un autre mouvement qui est tout aussi légitime d'ailleurs, mais qui est différent, qui est une sorte de démocratie directe de la démocratie en santé, où en fait chacun et chacune peut finalement s'emparer de son sujet de santé, mais y compris le porter, et quelque part court-circuiter aussi une forme d'organisation qui avait été mise en place et qui avait quand même ses vertus, c'est que justement ça organisait collectivement le portage des sujets dans notre société. Et ce mouvement direct, il a de démocratie en santé directe, il a beaucoup d'intérêt, mais il est compliqué, et il a aussi ses limites. Et moi, ce que je crois, c'est que dans ce mouvement-là, s'il y a un sujet qui n'est pas discutable, c'est celui de l'accès à l'information. Parce que là aussi, on rejoint un peu une question de droit de l'homme, je veux dire le droit de savoir. Et c'est aussi un sujet sur lequel nous avons beaucoup œuvré, travaillé. Vous le savez, il y a quelques jours a été lancé un site d'information de référence dans le domaine de la santé qui s'appelle santé.fr. L'ARS y est pour beaucoup, puisque c'est parti d'une initiative régionale qui partait du principe que, bon, effectivement, première des choses, quand on veut s'empoweriser, je ne sais pas comment on dit, mais c'est quand même de savoir. Et savoir, ça veut dire s'informer. Et s'informer, ben, c'est pas toujours facile. Et il y avait un énorme paradoxe, c'est que dans une époque où il y a pléthore d'informations sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, ben, finalement, trop d'informations tue l'information, et à un moment donné, on se noie aussi, y compris dans sa capacité de s'informer. Alors des fois, on s'alarme plutôt qu'on s'informe. Et donc, santé.fr, c'était ça, c'était l'idée, et je pense que ça, c'est très important. Et mettre l'information au centre de la démocratie, je pense que c'est, en matière de santé, extrêmement important. Mais pas facile du tout. Parce que, on le voit bien, moi je me souviens de tous les sujets, par exemple, ce sont toujours des sujets polémiques d'ailleurs, d'informations sur la qualité des soins, ou sur, ne serait-ce que pouvoir donner son avis sur des prises en charge, etc. C'est des débats sans fin qui sont, en matière de santé, très complexe et très sensible, mais en même temps qu'il faut traiter. Et donc je pense que pour conclure sur la démocratie en santé, il nous faut poursuivre, relancer, je pense, une démocratie en santé représentative, j'ai envie de dire, qui s'essouffle un peu, ce qui est normal, et puis mieux aussi organiser cette démocratie entre guillemets directe qui, elle, est très vive, très dynamique, mais parfois pas simple à gérer. Voilà, moi je voulais vous dire ces quelques éléments parce que c'est en ce sens que je suis très heureux aussi de participer à la clôture de cette journée, c'est que on a vraiment des problématiques qui rejoignent les thématiques qui ont été traitées et qui sont finalement à raccrocher à ces grands droits, à ces droits humains. Et il est pour nous important régulièrement de le constater et de se réapproprier le fait qu'au fond, qu'est-ce que ces droits humains universels sont pour nous ? C'est une boussole permanente, surtout en temps difficiles d'ailleurs, et nous sommes dans des temps difficiles. Et cette boussole, elle nous est extrêmement utile, et c'est bien de nous la remettre un peu sous les yeux régulièrement. Donc en ce sens, je voulais vraiment vous remercier et vous dire que j'espère que les travaux que vous avez menés
auront une synthèse, un compte-rendu, et qu'on pourra s'en saisir, à la fois, Monsieur le Président, dans la CRSA, mais que vous pourrez nous retourner aussi des propositions au niveau de l'ARS Île-de-France. En tout cas, merci beaucoup à tous. Peut-être notre président va donner une conclusion, mais Nicolas, on a bien fait de ne pas te faire intervenir en début de séance, parce qu'on aurait été à sec. Parce que quasiment, tu as refait le colloque, et ça donne qu'une envie, c'est de poursuivre, c'est-à-dire de reprendre tous ces éléments et de les approfondir, puisque finalement, le mérite d'un colloque comme celui-ci, c'est d'avoir identifié à la fois la qualité de certains intervenants qu'on ne connaissait pas tous, et puis des thèmes à approfondir. Puis par rapport à ce que tu disais, qui était d'une telle justesse, qu'effectivement le contexte géopolitique actuel ne serait pas favorable à trouver ce consensus international et universel sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, peut-être qu'une des réussites, malgré tout, c'est que certains se sont vraiment appropriés cette Déclaration universelle des droits de l'homme, se l'ont appropriée dans leur pratique, dans leur culture, d'une certaine manière, c'est-à-dire on voit que finalement, à un moment donné, il y a la déclaration et il y a ce que les gens en font. Et je trouve que ce qui s'est quand même bien exprimé aujourd'hui, c'est comment les gens, d'une certaine manière, s'inspirent de cette déclaration pour assumer leurs responsabilités, aller plus loin dans la vie de démocratie. Et donc, peut-être qu'elle a plus de pertinence que jamais. Et à travers ce que tu as exposé, des stratégies qui sont des stratégies très volontaristes, quelquefois à contre-courant, contre les inerties, contre les individualismes que développe la RS Île-de-France, il y a une dimension, j'allais dire, droit de l'homme. C'est-à-dire que, de la même manière que c'est la RS de la République, d'une certaine manière, on peut dire que c'est la RS qui porte cette dimension. C'est pour ça que peut-être que ce colloque, on ne l'aurait peut-être pas eu n'importe où, d'une certaine façon, et que c'était important de le mener avec la CRSA. Et je donne la parole au président qui aime bien les conclusions. Mais l'introduction était aussi très belle. On la transmettra à Nicolas. Non, mais je ne ferai pas de conclusion. C'est simplement en 2 minutes. D'abord, merci à ceux qui restent, qui sont restés jusqu'au bout. Et qui resteront jusqu'à 2h du matin, parce qu'on va prolonger ensuite la discussion. Non, on ne va pas prolonger. Dans ce que tu as dit, j'ai bien aimé... Bon, les droits humains, c'est universel des droits humains. C'est une boussole. Et c'est bien de temps en temps de se rappeler où est le nord. C'est ça. Et vous et nous. Et je crois que c'est important qu'on le pose. La deuxième chose, c'est que moi j'ai été ravi parce que j'ai bien appris. Et une fois de plus, mettre ensemble la théorie, les penseurs, il en faut, et les exemples de terrain. Cette région Île-de-France fourmille d'expérimentation, de choses intéressantes. Et ça, c'est aussi une des idées du PRS. Les valoriser, les repérer, les qualifier, les évaluer, mais pour les porter. Je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment remercier Emmanuel, l'espace, on se remercie réciproquement, remercier l'agence. Vous avez vu quand même qu'on est quand même très proche finalement sans s'être concerté. Le PRS2, on le comprend de la même manière. Mais là encore, il y a les concepts, je crois qu'on les a portés, mais il y aura les faits, la réalité, la mise en œuvre, en ces temps qui ne sont pas faciles. Donc, mais déjà, être d'accord sur les objectifs, c'est important. Et puis, merci à mes collègues de la CRSA aussi, un petit exercice que de dire ce que nous portons, ce que nous pensons, c'est extrêmement important. Catherine, tu voulais? J'ai oublié quelque chose. Non, mais une conclusion sans Catherine, c'est pas une vraie conclusion. Donc asseyez-vous. Tout à l'heure. Asseyez-vous, il y en a jusqu'à minuit. On va avoir une longue conclusion. Tu veux t'asseoir ou pas, Catherine? Un verre d'eau? Un verre d'eau? Je voulais juste compléter, parce que vous avez tous entendu 2-3 fois Nicolas Péju, qui est ce soir en tant que directeur général adjoint de l'ARS d'Île-de-France, parler de l'ADN de l'ARS. Et comme il se trouve que j'étais à l'ADN de l'ARS en 2009, je voudrais dire que ce n'est pas innocent si le même Nicolas Péju, en 2009, dans l'ADN de l'ARS, était déjà responsable de la démocratie.
Et donc la boucle, elle est bouclée, c'est-à-dire il revient comme DG adjoint, mais il revient en porteur de l'ADN de l'ARS. Et je dois me faire le témoin que dès le départ, il y avait une véritable volonté profonde vécue de promouvoir l'expression démocratique des besoins. Et on l'a vécu pendant toutes ces années-là. Donc il était responsable à ce moment-là de ça. Mais je l'ai dit, tu m'avais écouté, je l'ai dit tout à l'heure, que je l'ai vécu avec tous les directeurs de la démocratie. Mais ça a été injecté par intraveineuse au départ. Très C'est bien. ça que je voulais dire. Bon, oui. Je voulais juste dire que je suis complètement admirative de ce qui est mis en place en termes de compensation de précarité sociale, financière, culturelle, de ce qui est mis en place en termes de promotion de santé et de prévention de la maladie. Mais je ne peux pas laisser finir cette journée sans me poser la question de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, parce que vous êtes ici des décideurs, en termes de précarité préexistante, en termes de promotion de la maladie et de prévention de la santé. Je fais allusion au déficit en soins, en possibilité de soins, malgré toutes les informations du monde, des personnes en situation de handicap. Et je trouve que là, on touche un peu à des limites qui sont d'autant plus graves que malgré cette formidable Déclaration universelle des droits de l'homme, on a quand même été obligé d'avoir une déclaration ONU des droits des personnes handicapées, comme si le droit commun n'était pas applicable pour ces personnes. C'est épouvantablement choquant. Ça me fait mal au cœur de voir qu'on parle de précarité sociale, à juste titre, c'est absolument nécessaire, mais qu'on ne se rend pas compte. Deux petits exemples très simples. Si vous êtes une femme en fauteuil, vous n'avez aucun endroit où vous pouvez avoir une mammographie à Paris. Si vous êtes un enfant avec une carie dentaire et que vous ne pouvez pas garder la bouche ouverte et que vous avez besoin, je parle d'une carie dentaire, et que vous avez besoin d'une anesthésie générale, il faut 6 mois pour l'avoir. C'est 6 mois délicieux. Voilà, je voulais juste dire ça, je voulais juste alerter, parce que je pense qu'en termes de vulnérabilité et d'inégalité, on ne peut pas avoir une journée pareille, d'une qualité pareille, avec des intervenants pareils, sans dire au moins, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez des grands dénonceurs, vous avez les Pifto, vous avez Philippe de Normandie, enfin bon, vous savez ça mieux que moi. Et donc, Merci. voilà. Une réponse rapide. Juste Mais ça méritait d'être dit. deux choses, non pas pour vous répondre, mais pour compléter votre propos. Un, il est toujours délicat d'opposer ou de essayer de comparer les précarités, quelles qu'elles soient. Et parfois, elles s'additionnent. Donc voilà. Après, sur les personnes en situation de handicap, non seulement vous avez raison, mais c'est un constat que nous partageons et que nous avons, y compris, objectivé sur le retard de notre région. Vous parliez de prise en charge soins des personnes en situation de handicap, c'est une réalité, tout handicap. On parlait d'inégalité, vous parliez de droits de l'homme. Je veux dire, avoir des enfants qui doivent aller en Belgique pour être pris en charge, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas rester, qui ne peut pas être satisfaisant. Donc, nous travaillons ce sujet-là. On part d'une situation de très grand retard par rapport à d'autres régions. Donc, ce retard est en cours de rattrapage. Je rappelle quand même, mais c'est des éléments peut-être que vous avez en tête, que sous l'impulsion d'ailleurs de Christophe Devis, l'ancien directeur général de la RS Île-de-France, un important investissement spécifique à l'Île-de-France a été annoncé à travers ce qu'on a appelé l'appel à manifestation d'intérêt, qui est une injection de plus de 80 millions d'euros supplémentaires pour créer des solutions nouvelles, parce que il y a le sujet des capacités, il y a le sujet des solutions de prise en charge. Et donc là aussi, pour innover dans les prises en charge. On a mis en place aussi un laboratoire sur l'innovation.
Donc on s'engage pleinement dans ce travail de rattrapage. On y met les moyens, y compris d'ailleurs ces moyens, ces 80 millions d'euros, ce sont aussi des réallocations de moyens, donc en faisant des arbitrages pour rattraper ce retard. Après, voilà, on part d'une situation qui n'était pas dans notre région du tout favorable. Ça fait partie un peu des inégalités que j'évoquais tout à l'heure sur le champ des personnes âgées, du handicap, qui étaient assez criantes. Et donc, voilà, mais c'est une note un peu... mais en tout cas, on est dans une dynamique de rattrapage. Nous encourageons les discriminations positives lorsqu'elles visent à réduire les inégalités. Ce sera notre conclusion. Merci à tous.